Nous allons parler de responsabilité, de dignité, mais surtout d'un scandale financier qui secoue actuellement les États-Unis et qui place la communauté somalienne sous les projecteurs, et malheureusement, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Imaginez la scène un instant. Un pays vous accueille à bras ouverts, alors que votre propre terre est ravagée par la guerre, le chaos et l'instabilité. Ce pays, les États-Unis, vous offre le gîte, le couvert, l'éducation pour vos enfants et un système de santé protecteur. C'est une chance que des millions de personnes sur cette terre rêveraient d'avoir. Mais au lieu de saisir cette opportunité pour construire un avenir solide et honorable, une partie de la communauté a décidé de voir ce système, non pas comme une main tendue, mais comme une vache à lait qu'il faut traire jusqu'au dernier centime, sans aucune considération pour le contrat moral qui nous lie à une terre d'accueil. On parle ici d'un détournement colossal, un chiffre qui donne le vertige, 250 millions de dollars. Ce n'est pas une petite erreur de calcul, ce n'est pas un simple oubli administratif ou une incompréhension des règles. Non, c'est un système organisé, méthodique et froid de vol à grande échelle. Le cerveau de cette affaire est un homme de 36 ans, Abdaziz Shafi Farah. Arrivé lui-même comme réfugié, il vient d'être condamné à 28 ans de prison ferme. 28 ans. Rendez-vous compte, c'est presque toute une vie d'homme qui s'envole derrière les barreaux. Il a été reconnu coupable de fraude et doit rembourser près de 48 millions de dollars à lui seul. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment un homme seul, ou même un petit groupe, peut-il réussir à détourner autant d'argent public sans se faire prendre immédiatement? Pour comprendre, il faut remonter à l'année 2020, au moment où la pandémie de Covid paralyse la planète entière. À cette époque, le monde s'arrête de tourner. Les écoles ferment, les gens perdent leur travail du jour au lendemain, et beaucoup d'enfants se retrouvent privés des repas gratuits qu'ils recevaient quotidiennement à la cantine. Le gouvernement américain, fidèle à ce qu'il considère comme une obligation morale de protéger les plus fragiles, décide de débloquer des fonds massifs. Le plan était pourtant simple et noble. L'État confie de l'argent à des intermédiaires, des associations ou des entreprises locales, pour qu'ils achètent et distribuent de la nourriture aux enfants qui ont faim. C'est précisément là que le piège s'est refermé. Des dizaines de personnes, issues principalement de la communauté somalienne installée au Minnesota, ont flairé l'opportunité de s'enrichir sur le dos de la misère. Ils ont créé des entreprises fictives à la chaîne. Des restaurants qui n'existaient que sur le papier, des centres de distribution fantômes qui n'ont jamais vu l'ombre d'un sac de riz ou d'une brique de lait. Ils ont envoyé des factures délirantes au gouvernement fédéral. Dans leur rapport d'activité, ils prétendaient nourrir des milliers de personnes chaque jour, des chiffres totalement inventés. Le FBI finit par avoir des doutes et décide de placer des caméras de surveillance devant ces fameux restaurants. Et là, c'est le choc. Le néant absolu. Personne n'entrait, personne ne sortait, pas un seul enfant n'a reçu un repas. Mais pendant ce temps, l'argent, lui, coulait à flot sur les comptes bancaires de ces fraudeurs. Avec ces millions volés au peuple américain, ces individus ne sont pas restés discrets. Ils se sont achetés des voitures de luxe, des villas de rêve aux Maldives, et ont organisé des flux constants d'argent vers la Somalie pour asseoir leur puissance là-bas. Et c'est là que le problème devient profondément politique et social pour nous tous. Le Minnesota est l'État qui compte la plus forte concentration de Somaliens aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les services sociaux y sont historiquement extrêmement généreux. On vous aide pour tout, l'intégration, le logement, et on finance même le démarrage de votre business. C'est ce qu'on appelle le welfare. Mais le welfare, mes frères et sœurs, est censé être un tremplin pour rebondir, pas un canapé pour s'installer. C'est un système où l'on reste le temps d'apprendre la langue, de passer des diplômes et de trouver un emploi pour, à son tour, contribuer, payer des impôts et aider ceux qui viendront après. Pourtant, les statistiques actuelles sont alarmantes et nous obligent à nous interroger. Si l'on compare avec d'autres communautés, comme les Afghans arrivés très récemment en 2021, on voit qu'ils s'intègrent à une vitesse fulgurante avec seulement 47% de dépendance aux aides. Mais chez les Somaliens, dont certains sont là depuis 1991, soit plus de 30 ans, ce chiffre monte à 80%. Comment expliquer qu'après 3 décennies de présence, 80% d'une communauté dépendent encore de l'argent public? La triste réalité, c'est que pour certains, c'est devenu un business, une véritable industrie de la fraude. On voit des schémas où les bons alimentaires sont détournés pour être revendus dans des boutiques communautaires. On exploite chaque faille du système. Les programmes d'aide pour l'autisme, les subventions pour le logement des sans-abri, les garderies d'enfants, partout où l'État met de l'argent pour aider, on retrouve des structures fantômes créées uniquement pour siphonner l'argent des contribuables. Et c'est ici que nous devons avoir cette discussion franche, les yeux dans les yeux. Souvent, quand nous entendons Donald Trump ou d'autres politiciens dire « Je ne veux pas d'eux dans notre pays, ils ne contribuent à rien, leur pays ne vaut rien », notre premier réflexe est de crier au racisme. Et c'est vrai, ces paroles sont souvent dures, blessantes et injustes pour ceux qui travaillent honnêtement. Mais essayons, juste une seconde,
de nous mettre à la place du citoyen américain moyen, cet homme ou cette femme qui se lève à 5 heures du matin, qui enchaîne 2 boulots épuisants pour payer son loyer, et dont une partie importante du salaire est prélevée chaque mois pour financer ses aides sociales. Lorsqu'il voit des nouveaux arrivants rouler en BMW ou en Porsche grâce à la fraude, alors qu'il se déclare officiellement dans le besoin, est-ce vraiment du racisme ou une exaspération légitime face à une injustice flagrante? Le racisme est une réalité sombre, mais nous ne devons pas lui fournir les munitions pour nous abattre. On ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un, bénéficier de son hospitalité, et ensuite voler son argenterie tout en méprisant ses valeurs. Si vous êtes invité chez les gens, la moindre des décences est de se comporter correctement. Cela commence par le respect des lois, mais cela va aussi jusqu'aux détails du quotidien, le respect du voisinage, l'effort d'apprendre la langue du pays qui vous nourrit, et surtout, ne jamais essayer d'imposer sa propre vision du monde ou sa religion par la pression ou la menace. Il faut comprendre une chose essentielle. Chaque comportement déplacé, chaque fraude spectaculaire découverte, ne s'arrête pas à l'individu fautif. Cela rejaillit sur l'ensemble des Africains, sans distinction. Quand un Somalien commet une fraude massive au Minnesota, c'est aussi le Sénégalais, le Malien, l'Ivoirien ou le Camerounais qui est regardé de travers à l'aéroport, ou qui voit son chevau mis de côté lors d'un entretien d'embauche. Aux yeux du monde, nous sommes souvent perçus comme un seul bloc. Le déshonneur de l'un devient le fardeau de tous. L'Afrique est aujourd'hui à un tournant historique. Nous parlons de souveraineté, nous revendiquons notre grandeur et notre fierté, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger. Nous voulons être respectés comme des partenaires égaux sur la scène internationale. Mais cette grandeur ne peut pas être qu'un discours politique, elle doit se traduire par notre comportement individuel et collectif à l'étranger. On ne peut pas d'un côté exiger le respect, et de l'autre se comporter comme des prédateurs des systèmes sociaux des autres. La solidarité, qui est l'une de nos plus belles valeurs, a été ici dévoyée pour protéger des réseaux de criminels au lieu de servir à l'élévation de la communauté. Il y a ces images de leaders communautaires qui crient à la victimisation devant les caméras ou au Sénat. Mais est-il vraiment possible de se dire victime quand 80% de votre communauté est soutenue par l'argent de l'État, et que vos propres responsables sont arrêtés pour avoir volé des centaines de millions de dollars destinés à des enfants affamés? C'est une position moralement indéfendable, et cela détruit notre crédibilité à tous. Pour conclure ce moment de réflexion, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le respect ne se mendie pas et ne s'achète pas. Il s'impose par la force du travail et l'intégrité morale. On ne peut pas attendre que les Européens ou les Américains nous ouvrent leur cœur si nous ne respectons ni leurs lois ni leur générosité. Le monde change rapidement, les frontières se ferment et les tensions montent partout. Si nous continuons à tolérer, à minimiser ou à justifier ces comportements toxiques au sein de nos diasporas sous prétexte de solidarité, nous condamnons nos propres enfants et les générations futures à vivre dans l'exil, le mépris et la suspicion permanente. Réagissez en commentaire, car votre avis est précieux. Est-ce que vous pensez que les critiques d'un homme comme Trump sont alimentées par ces actes inacceptables? Ou pensez-vous que ces individus ne sont qu'une infime minorité, et que le système est injuste envers la majorité qui est honnête? Le débat est ouvert et il doit être fait avec franchise.